Bon, alors, j'ai eu, on m'a communiqué toute la liste des participants à votre réunion, et donc j'en profite pour saluer toutes et tous qui participaient. Et j'avoue que ce n'est pas tous les matins qu'on fait la première visioconférence de la journée à 16 000 kilomètres. Alors, pour le coup, ce n'est pas de Paris, je vous appelle de Marseille. Vous voyez, parce que, à part le fait que je sois président de l'ANIA, je le dis pour tout le monde, je suis aussi le président de Haribo. Haribo, que vous connaissez, je l'espère, aussi en Nouvelle-Calédonie. Alors, on m'a demandé, et c'est avec beaucoup de plaisir que j'interviens dans votre réunion, de vous faire juste de partager avec vous quelques éléments et ou d'informations et de préoccupations en espérant ne pas exporter nos préoccupations jusque sur votre île. Je voulais, le mood en ce moment, ici en France, sur les sujets qui peuvent nous concerner, et l'industrie en général, l'économie en général, mais l'industrie agroalimentaire en particulier, c'est quoi? C'est qu'on était à peu près bien préparé, à peu près, je le dis, à sortir de la phase Covid. C'est-à-dire, évidemment, comme beaucoup, on a été surpris par la sortie plutôt très dynamique du Covid. On n'avait pas tous anticipé, évidemment, les tensions sur les marchés, sur le packaging, sur les prix du transport, sur le fret, tout ce qui vient de chez vous, d'ailleurs, là-bas, de votre zone géographique. Mais bon, à la fin, on avait envoyé nos tarifs et on s'était à peu près préparé à ça. Il fallait être d'autant plus préparé qu'on allait entamer pour la première fois des négociations dans le cadre de la nouvelle loi Egalim 2. Je ne vais pas vous refaire un exposé sur les Egalim 2, mais grosso modo, je peux vous dire un peu ce que l'industrie agroalimentaire pense de cette loi. Tout d'abord, nous la soutenons, nous l'avons soutenue dès le départ. Pourquoi? Parce que je pense que dans ce pays, il faut, une fois pour toutes, raisonner en termes de filière. Et il est important que la filière agricole de ce pays soit correctement traitée, notamment en termes de rémunération. Et si Egalim 2 contribue à cela, en, j'ouvre les guillemets, sanctuarisant les matières premières agricoles, c'est une bonne chose. Par contre, dès le départ, nous avons souligné que cette loi était sans doute incomplète, puisque, à part ces matières premières agricoles, tout le reste restait du domaine de la négociation, et une négociation qui, en France, comparée à d'autres pays, est quand même beaucoup plus sportive, permettez-moi cet euphémisme, que dans d'autres pays. Et le résultat attendu a été au rendez-vous, je dirais malheureusement. Alors, je ne sais pas quels sont les chiffres spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, mais grosso modo, on peut dire que sur la première vague liée au Covid, en moyenne, les sociétés qui relèvent de l'ANIA avaient formulé des demandes de hausse de l'ordre de 6% à peu près, c'est-à-dire pour couvrir la matière première agricole et les autres intrants. Le résultat, alors la moyenne, ça ne signifie pas toujours quelque chose, mais pour donner un ordre d'idée, je crois qu'on a passé à peu près 3 points. Alors, ce 3 points, il fait suite, il faut avoir en tête aussi, à 8 années de déflation. Et je pense que notre industrie agroalimentaire en France a sans doute ce triste record d'avoir 8 années de suite dû vendre ses produits moins chers que l'année précédente. Alors évidemment, cette année, il n'y a pas de déflation, mais dans cette première vague, quand vous avez des coûts avérés de l'ordre de 5-6% dans la première vague, n'en passez que 3, c'est plus de la déflation, mais ça s'appelle quand même de la perte de marge. On en était là, on a passé ces messages à nos clients. Nous intervenons avec des gens que vous connaissez, avec les patrons de Carrefour, avec Michel-Édouard Leclerc, avec tout le monde, on les connaît bien. Ce n'est pas parce qu'on les connaît bien que ça règle les problèmes, parce qu'on en était resté à ce point-là. On a sensibilisé le gouvernement sur ce paradoxe qui peut être mortifère à longue échéance, parce que l'industrie agroalimentaire est la première industrie en France, on l'oublie. Il y a à peu près 15 000 PME qui emploient
près de 450 000 personnes. Donc, on est la première. On a moins l'idée qu'on est la première parce que justement, elle est atomisée autour de ces 15 000. Et la grande distribution concentre son énergie et fait le focus sur les quelques grands groupes qui animent cela. Moi-même, j'ai été élevé chez Danone, chez Heineken, donc je suis un peu le fruit de tout cela. Mais ce qu'on essaie de faire passer comme idée, c'est que ce cycle-là, en tout cas pour la très grande majorité, les 95% de PME et d'ETI qui sont à l'ANIA, c'est un cycle qui n'est plus acceptable. Et ça, je dirais, c'est la première partie de mon histoire que vous connaissez et qui s'est conclue aux alentours du 1er mars avec les négociations que vous savez. La deuxième phase, c'est tout ce qui s'est passé depuis le déclenchement du conflit en Ukraine. Et là, on est reparti cette fois-ci sur à la fois tout ce qu'on avait déjà en termes de crise sur les autres intrants, c'est-à-dire cette fois-ci une crise extrêmement forte sur les coûts de l'énergie. Il y a certaines de nos industries qui sont extrêmement consommatrices d'énergie. On a toute l'industrie sucrière qui est chez nous, on a même le lait, il faut réchauffer le lait. Et après, toutes les sociétés, évidemment, sont concernées par l'énergie. Les autres intrants, le packaging, le carton, on découvre à l'occasion de cette crise que dans du carton, il y a de l'amidon. L'amidon, ça vient du blé, 10% du carton, c'est de l'amidon. Et après, il y a cette fameuse tension, et vous devez vivre ça comme nous, sur les matières premières agricoles. Alors, par rapport à ça, on a maintenant un phénomène qui est complètement nouveau et que beaucoup d'ailleurs de générations, enfin pas de générations, mais des chefs d'entreprise un peu plus jeunes n'ont pas connu. Moi, j'ai un âge qui me permet de me rappeler que à la fin des années 80, on avait des inflations. J'étais directeur commercial à l'époque chez Cronenbourg. On avait des inflations de 7-8%. Mais là, maintenant, c'est un phénomène qui est nouveau pour un certain nombre d'entrepreneurs, mais aussi de partenaires clients. Et donc, aujourd'hui, le dernier chiffre que j'ai eu hier, mais vous devez le voir, c'est que la France affiche un taux d'inflation à plus 5,2 au niveau des prix à la consommation, sachant que ce plus 5,2, il est encore largement inférieur à d'autres pays, parce que vous avez déjà des chiffres presque à 2 chiffres en Hollande ou à 8-9% en Allemagne. Cela dit, comment vivre avec cela? Et donc, ce qu'on a fait, c'est de dire on ne peut pas repasser par pertes et profits ces hausses. Et grosso modo, vous avez à peu près 90%, c'est le chiffre d'hier soir, et je vous dirai pourquoi, je le sais aussi bien, il y a 90% des adhérents de l'ANIA qui ont manifesté leur nécessité de repasser des nouveaux tarifs. Alors, ce qui est relativement cohérent et facile dans d'autres pays se transforme en France en un vrai parcours du combattant avec de très fortes résistances, alors même, et ça c'est le message qu'on passe, que toutes ces hausses sont parfaitement avérées, reconnues. On nous fait des fois le procès, c'est un mauvais procès, en tout cas on le dit, de vouloir faire de la spéculation, mais qui peut imaginer un seul instant qu'une PME en Bretagne ou en Lozère puisse faire de la spéculation sur des matières premières, sur des emballages ou des choses comme ça. Donc, on est dans ce sujet-là. Et donc, on a la particularité en France d'avoir quand même un gouvernement, je parle du précédent, parce que là, on va faire l'expérience du nouveau, qui est proche de son industrie, et donc qui a mis en place, de manière hebdomadaire, ce qu'on appelle un comité de liaison. Le comité de liaison regroupait jusqu'à maintenant 3 ministres, c'est quand même quelque chose de très particulier, je ne connais pas d'autres pays où on voit ça, qui réunissent chaque semaine tous les acteurs de la filière, c'est-à-dire la filière agricole, vous avez la FNSEA qui est là au titre de la filière agricole, vous avez tous les distributeurs sont représentés, tous, par enseigne, tous sont là, et ce qu'ils appellent les transformateurs, c'est-à-dire nous, l'ANIA et les coopératives agricoles. Autour de la table des ministres, l'économie, enfin jusqu'à hier, c'était le ministre de l'Industrie, c'était Mme Pannier-Runacher, c'était le ministre de l'Agriculture, c'était jusqu'à présent
Julien de Normandie, c'était Jean-Baptiste Lemoyne au titre des PME. Et le but de ce comité, c'est justement de mettre un peu d'huile dans les moteurs de manière à ce que ça se passe à peu près bien. Ce comité de liaison, nouvelle formule, se réunit aujourd'hui, exactement dans 1 heure et demie, avec cette fois-ci autour de la table Bruno Le Maire au titre de économie et souveraineté industrielle, et deuxièmement, le nouveau ministre de l'Agriculture, qui est Marc Fesneau, au titre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, sur les 90% de gens qui ont plus ou moins envoyé des tarifs, il y en a près de 70% qui n'ont pas conclu. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à passer les hausses dont nous avons besoin. Et je le répète, on a des adhérents qui ont des activités nationales donc sur la France et qui ont des activités export. Et on constate malheureusement que autant sur la partie export, avec leurs partenaires et leurs clients export, ils ont passé des tarifs. C'est passé. Évidemment, il y a des discussions. On n'est pas là pour dire qu'il ne faut pas négocier. Mais sur la France, dans 70% des cas, les négociations n'ont pas abouti. Donc, il y a maintenant, parce que ça commence à durer, on est quand même ça fait 2 mois qu'on discute, qu'on a signé des chartes, il y a un phénomène d'inquiétude qui commence à monter. Il y a un deuxième phénomène qui est que, autant si nous, on n'arrive pas à passer les hausses, ce qu'on voit, c'est que nos fournisseurs amont, je vais prendre 2 exemples, le transport, les sociétés de transport nous disent on va vous livrer, on va vous véhiculer vos marchandises à des conditions qui sont nouvelles, et j'aurais tendance à dire c'est à prendre ou à laisser. Et puis on a des fournisseurs de type emballage, le prix du carton, monsieur, c'est tant, c'est à prendre ou à laisser. Et donc on arrive dans cette situation extrêmement délicate pour beaucoup d'entreprises maintenant, où en amont, évidemment, les prix agricoles, comme je le disais tout à l'heure, sont maintenant un peu sanctuarisés, donc automatiquement les hausses viennent s'impacter, donc on les prend en tant qu'industriel de l'agroalimentaire. Les autres intrants, on est bien obligé de le prendre, sinon on ne produit plus. Sauf que si nous ne passons pas les hausses, aujourd'hui, là, il y a une musique qui commence à monter, et je m'en ferai le porte-parole ce matin auprès des 2 ministres, c'est qu'il y a un moment, on va arriver à la situation de il n'y a plus intérêt à produire si je ne peux pas passer mes hausses, parce que les marges seraient dégradées à un tel point que ça ne ferait plus de sens de commercer dans ces conditions. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, j'espère, je le dis prudemment, j'espère que la situation est un peu meilleure loin de Paris, mais j'en doute. Je pense que vous êtes très concernés par ça aussi, par les informations qui remontent. Mais je répète, c'est quand même un particularisme très français. Ce que je voudrais dire sur l'ANIA, encore à ce propos, c'est de dire, donc nous, on est une instance d'influence, on travaille beaucoup donc, pour essayer de faire bouger les choses, mais on est aussi conscient qu'on est maintenant aujourd'hui concentré, omnubilé par ce contexte ex-Covid, encore Covid, ukrainien, et qui risque de durer, parce que on n'est pas ni diplomate, ni militaire, ni rien du tout, mais l'analyse que nous on fait à quelques-uns, c'est que ça va durer. C'est-à-dire ce contexte de l'inflation, on va l'avoir l'an prochain aussi, même si aujourd'hui on pense que fin 2023, on pourrait arriver à des taux d'inflation plus bas, et plus bas, ça signifie 2-3% fin 2023. C'est les meilleurs pronostics qu'on fait actuellement. Ça veut dire que notre industrie, la manière de manager nos business doit intégrer ces niveaux d'inflation. On sort du 0, du 0,5 ou du 1 qu'on a connu ces dernières années. Et la deuxième chose, il faut se rendre compte que cette actualité extrêmement brûlante ne doit pas nous faire oublier qu'on a à côté d'autres dossiers qui se manifestent. Il y a les dossiers à très court terme qui sont, là c'est une conséquence de tout ce que je viens de dire, les négociations salariales. Donc, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais tout le monde est repassé,
tout le monde a fait des NAO, donc les fameuses négociations annuelles obligatoires, mais on est déjà tous aussi maintenant dans la préoccupation de dire est-ce que les premières NAO suffiront si à la fin de l'année, on se retrouve avec des inflations à 5-6%, et si on n'a pas passé nos hausses. La deuxième chose que je tenais juste à évoquer, c'est qu'on voit qu'il y a des dossiers quand même qui restent extrêmement prégnants. Vous avez peut-être entendu parler de certaines crises alimentaires sur lesquelles nous, on a dû beaucoup intervenir. L'exigence de très haute qualité, elle reste, et donc nos industries restent jugées, observées à l'aune de tout ça, et les dernières crises qui ont impliqué des marques de très grande renommée doivent nous le rappeler. On est aussi impliqué sur la gestion et l'accompagnement de programmes européens qui, jusqu'il y a un an de cela, avaient une certaine logique et qui aujourd'hui doivent être relus justement avec l'angle de souveraineté alimentaire. Est-ce qu'on veut vraiment produire moins en France? Est-ce qu'on veut produire moins en Europe? Est-ce qu'on veut importer plus du reste du monde, alors que dans le même temps, on se dit maintenant qu'il y a une nouvelle géopolitique de l'agroalimentaire qui se met en place en Europe, enfin en France, en Europe, mais aussi Europe en tant que puissance exportatrice. Et enfin, juste pour vous donner le dernier sujet qui va être très fort, c'est évidemment, on supporte la transition écologique qu'il va falloir faire dans les toutes prochaines années, mais arrive devant nous aussi un mur qui est le coût de cette transition écologique. Et la préoccupation est la suivante: si nous avons déjà des difficultés simplement à passer dans des tarifs, des hausses qui sont avérées, évidentes, cohérentes, telles que celles que j'évoquais, qu'est-ce qui va arriver et comment allons-nous négocier avec nos partenaires clients à l'avenir quand il s'agira de répercuter dans nos tarifs les coûts de la transition écologique qui se chiffrent par milliards au niveau de l'industrie agroalimentaire par an. Ce n'est pas le propre de l'industrie agroalimentaire, c'est toute l'industrie qui va être soumise à cela. Mais ça, c'est un sujet qui aujourd'hui est un peu enterré par la brûlante actualité, mais qui reviendra très rapidement dès 2023, dès 2024. Voilà, donc la seule satisfaction et la vraie satisfaction que nous avons, c'est qu'en ce qui concerne notre métier, et je reviens à l'agroalimentaire, c'est qu'on a redécouvert l'importance de notre secteur. On a redécouvert le fait qu'on est une vraie industrie, c'est-à-dire où on a besoin d'argent pour investir avec une vraie logique. On a redécouvert l'importance de l'alimentation et que peut-être la combinaison des deux, c'est-à-dire la force de cette industrie agroalimentaire en France, la capacité et l'opportunité qu'a le pays à mieux l'utiliser, notamment à l'export sur le domaine sur lequel notre industrie a perdu des parts de marché assez importantes sur les 15 dernières années. Voilà, on m'avait dit qu'il faut parler à peu près 10 minutes, j'espère que je n'ai pas trop débordé. Je voulais simplement vous dire, voilà un peu ce qui se dit ici, voilà un peu ce qui nous préoccupe, mais voilà aussi, je pense, et c'est pour ça que je voulais terminer là-dessus, les opportunités sur lesquelles on est, c'est-à-dire qu'on est l'industrie, d'une manière générale, et l'industrie agroalimentaire en particulier, a des opportunités à saisir, même dans un contexte très compliqué. Voilà. Merci Jean-Philippe. Attendant que le premier industriel présent autour de la table lance sa première question, juste une petite question complémentaire par rapport à ce que tu nous as dit, c'est quel est le poids aujourd'hui des membres du gouvernement quand ils animent les discussions sur ces différents points que tu as évoqués? Alors, moi, je peux te répondre que sur l'expérience passée, d'accord? L'expérience passée qui s'est arrêtée il y a 15 jours. Il y a clairement, alors autour de la table, il y a deux logiques. On avait un ministre de l'Agriculture, et je dois le dire, je pense que de temps en temps dans ce pays, on critique des fois le personnel politique. On avait un ministre de l'Agriculture qui était d'abord extrêmement compétent,
un très gros bosseur et extrêmement impliqué à nous défendre. Je parle de Julien de Normandie, et je dis cela sans aucune opinion politique pour les uns ou pour les autres. Et la particularité de ce que disait de Normandie, c'est de dire, dans ce contexte dans lequel nous sommes, la loi Egalim 2 a été faite pour les raisons que vous savez, et elle contient en soi une revalorisation qui conduit à une inflation. Et de Normandie disait, par exemple, j'assume cette inflation. J'assume cette inflation. Il l'a dit dès le début, donc aux alentours du mois d'octobre, novembre. Et donc, à l'époque, le verbatim, c'est oui, j'assume une inflation de 2%, j'assume une inflation de 2,5%. Mais jusqu'il y a un mois, là, quand il était encore en charge, il assumait y compris les effets de l'Ukraine sur l'inflation. Conscient qu'il était, et donc il mettait tout son poids là-dessus, de dire si on ne fait pas ça, je mets en péril et j'affaiblis toute la chaîne. Si derrière ta question, est-ce qu'il y a aussi une ligne plus économique qui est plus gardienne aussi des niveaux d'inflation, de la compétitivité plus globale de l'entreprise France par rapport à nos partenaires étrangers? Oui, parce que sans doute, et on pourra peut-être le constater aujourd'hui, il y a aussi une ligne de Bercy qui est là aussi pour défendre le taux d'inflation le plus bas possible. Donc, voilà les deux. L'industrie, la partie industrielle qui était représentée jusque-là par Agnès Pannier-Runacher était très forte aussi, très alignée avec de Normandie pour défendre l'intérêt de la pérennité de l'outil industriel et de la souveraineté industrielle. Voilà. Après, ce qui va se dire aujourd'hui et le positionnement des deux ministres que nous allons voir aujourd'hui, je n'ai pas envie de préempter quoi que ce soit, mais j'espère en tout cas qu'ils vont continuer à nous soutenir en ce sens. Merci. Est-ce que de notre assemblée, quelqu'un souhaite poser une question ou demander une précision à Jean-Philippe? Qui se lance? Oui, Eric, donc il faut que tu appuies sur le bouton. Bouton appuyé, vous m'entendez? Oui, bien sûr. C'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Moi, j'aimerais bien que nos élus à nous soient aussi impliqués que ceux de la métropole, et j'aimerais bien qu'ils comprennent l'importance qu'on peut avoir les uns les autres à faire fonctionner des activités autour de nous, à l'endroit où on se trouve. Et c'est agréable de voir qu'en métropole, c'est enfin compris et actif. Mais si ça pouvait l'être plus et, comment dirais-je, rémaner jusqu'à nous, bah, la joie serait totale. Youpi. Ouais, alors, j'ai bien compris que c'est plus un commentaire qu'une question, mais il ne faut pas croire qu'ici, c'est beaucoup plus facile. Je pense que, mais moi, de par mon expérience, je pense que on a l'impression qu'en ce moment, tout est compliqué. Et moi, je pense qu'effectivement, il y a une certaine complexité, mais il faut absolument qu'on prenne appui sur ce contexte pour réaffirmer le poids de l'industrie en général. Moi, je fais partie, je change de casquette 2 minutes, juste pour illustrer mon propos, et vous voudrez bien m'en excuser. Je vous le disais, je suis patron de Haribo depuis 15 ans. Haribo, c'est un groupe allemand. Auparavant, j'ai travaillé pendant 12 ans en Italie, pour Danone, dans l'eau minérale. Et moi, ce que je constate, c'est que dans ces pays-là, on a une haute estime, mais on sanctifie presque la fonction d'entrepreneur. Voilà. Et chez nous, en France, et dans ces pays-là, d'ailleurs, si vous regardez un peu la constitution du tissu industriel, je parle à la fois d'un endroit que je connais bien, c'est la Lombardie, qui est sans doute une des zones d'Europe les plus riches, et les Allemands. Vous avez tout ce tissu de très fortes PME, de très fortes ETI, qui fonctionnent. Pourquoi? Parce qu'il y a un environnement
juridico-économique qui, mais ça ne date pas d'hier, hein, qui depuis 50, 60 ans, a fait qu'il se porte bien. Et maintenant, je pense qu'en France, on se rend compte qu'il faut redonner à l'entreprise, et là je sors du cadre strictement agroalimentaire, tous les moyens pour pouvoir travailler normalement. Et je crois que alors, le gouvernement actuel, je pense qu'un monsieur comme Bruno Le Maire doit être là-dedans. La première ministre, la nouvelle, moi je ne l'ai pas rencontrée encore. On a de fréquents contacts avec le président de la République. Je pense qu'ils sont là-dedans. Et je pense que ça arrive. Pour illustrer ça, l'industrie agroalimentaire, on est en 2022 maintenant, je ne vais pas me tromper dans les chiffres, mais allez, mettons qu'en 2008, 2010, la France était encore ex aequo au niveau de l'exportation en termes agroalimentaires. D'accord ? Ex aequo. On est aujourd'hui numéro 4 mondial. En 2008, on devait avoir à peu près 9% de part de marché sur l'ensemble de l'industrie agroalimentaire exportée dans le monde, et on doit être aujourd'hui aux alentours de 4%. Quand moi j'ai évoqué ça avec une ministre, je lui ai dit, quand dans une boîte, si moi demain je dis à mon actionnaire, ma part de marché elle est réduite de moitié, je n'ai même pas l'occasion de lui dire sur une période de 10 ans, je suis viré dans la minute. D'accord ? Donc, on a accepté ça parce qu'on a commencé à désindustrialiser, à accepter de perdre des parts de marché sur des marchés stratégiques, etc., au nom d'un certain confort. Quand vous avez 4 points de part de marché, il faut savoir que le 10e de point, je m'explique, quand on passait de 4 à 4,1, ce fameux 0,1, c'est entre 3 à 4 milliards dans la balance commerciale du pays. Alors qu'on cherche de l'argent. Aujourd'hui, on commence à comprendre cela. Et quand on voit maintenant la nouvelle géopolitique de l'agroalimentaire qui se met en place, je reviens à Denormandie. Nous, on dit à Denormandie, alors que ce n'est pas vraiment notre métier, on n'est pas des agriculteurs. Il faut revoir les programmes européens qui disent qu'il faut mettre plus de terres en jachère, qu'il faut limiter les productions, qu'il faut importer plus de bio, qu'il faut faire tout ça. Donc, je pense, j'espère ne pas être contredit dans les prochains mois. La sensibilité que vous appelez de vos voeux, monsieur, sur être soutenu, avoir cet état d'esprit, ça y est, je pense que c'est parti en France et je ne doute pas, ce n'est pas possible que ça n'arrive pas dans un territoire comme le vôtre. Ça va arriver. En tout cas, on fera tout. S'il faut leur dire qu'il faut aussi s'occuper de la Nouvelle-Calédonie, on leur dira. Merci Jean-Philippe. Donc, il y a quelques échanges autour de la table pour savoir quand est-ce que tu viens installer une nouvelle usine de fabrication d'Haribo, une usine de fabrication Haribo à Nouméa, et on est tous très attentifs. Je peux juste, vous montrer un sachet et rappeler à tous tes collègues que Haribo est en vente libre aussi en Nouvelle-Calédonie. Ça marche. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Oui, Nicolas. Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure de tous les éléments que passaient en France. Déjà, première remarque, on a à peu près les mêmes problèmes et les mêmes problématiques. Donc ça, c'est surprenant parce que je ne m'y attendais pas forcément. Je pensais que c'était un petit peu différent en France. Vous avez également évoqué les NAO. Et j'aimerais savoir quelle est la posture et quelle est la position en France des partenaires sociaux par rapport à justement ces hausses de prix qu'il faut répercuter et qui ne sont pas forcément très faciles à faire passer. Alors, moi je pense que ce sujet des NAO, c'est quelque chose qu'on va se retrouver, on va se retrouver dans la figure aux alentours de septembre, octobre, novembre. Pourquoi je dis ça ? D'abord, vous savez que maintenant, on va rentrer, et vous aussi et nous, dans les prochains jours, dans les 15 jours,
des législatives. Je ne sais pas si vous suivez les programmes ici, mais grosso modo, il y a quand même alors, je vais essayer de ne pas faire de politique, mais il y a quand même des programmes extrêmement démagogiques en termes de salaire. De salaire, et notamment de structure des bas salaires, puisqu'on parle de SMIC. Alors, c'est le dernier qui parle a raison, mais je crois que la dernière version, maintenant, c'est un SMIC à 1500 € net. Donc, c'est ça. Cette musique qui commence à passer, elle commence à prendre dans le pays. On a, j'ai lu hier, les NAO qui ont été faites dans le pays tournent aux alentours maintenant entre 2,5 et 3,5%. Pour la plupart, elles ont été conclues sur le premier trimestre. Mais manifestement, même si vous êtes à 3,5, ça ne va pas couvrir l'intégralité de l'inflation. Donc, les dispositifs qui vont être mis en place très rapidement là, par le gouvernement, qui existent déjà, consisteront, en tout cas c'est les remontées que nous on a, au niveau des entreprises, non pas à jouer sur les augmentations générales, puisqu'elles ont déjà été accordées, parce que ces augmentations sont pérennes, et qu'aujourd'hui, vous, chef d'entreprise, vous avez beaucoup de mal à savoir dans quelles conditions vous allez exercer votre activité, avec quelle marge, avec quel compte d'exploitation l'an prochain. Donc, les dispositifs qui vont être activés, c'est plutôt des primes, j'appelle ça des primes Macron, puisque le gouvernement envisage d'ailleurs de tripler le montant, et puis l'activation de dispositifs de type participation, c'est légal, et de type intéressement. Est-ce que ça va suffire? Je ne suis pas certain. Mais là, je reviens à mon raisonnement de tout à l'heure, c'est de dire que si on était dans un pays où on avait un cercle vertueux, c'est-à-dire j'ai mes hausses constatées, je répète, de mes matières premières, de mes intrants, j'ai 4, 5, 6% de hausse. Ces hausses, j'arrive raisonnablement en me mettant à la table avec mon client à dire, monsieur mon client, je répète, on est là pour négocier aussi, mais on les met dans le tarif, de manière à répercuter la vraie valeur de votre produit. À ce moment-là, vous pouvez, dans l'entreprise, avoir un discours un peu plus serein et un peu plus transparent sur la partie des NAO. Si par contre, vous n'arrivez pas à passer vos hausses, et si par ailleurs, ce que vous aurez, et ce que nous aurons, vous aurez des tensions de la part des représentants du personnel sur les demandes de hausse, à ce moment-là, on est loin du cercle vertueux, on est dans un cercle vicieux où vous ne passez pas vos hausses, vous avez des tensions au niveau de la masse salariale et vous avez une dégradation potentiellement forte de vos marges. Et ça, c'est inacceptable parce que ça, c'est anti-économique, c'est anti-tout. Donc nous, on dit, et on va le redire encore ce matin, qu'il faut absolument faire très attention à ne pas rentrer dans ce schéma-là. On ne peut augmenter les salaires que si les équilibres de l'entreprise et notamment du compte d'exploitation peuvent être maintenus, y compris dans cette période. Le deuxième message que nous, on passe, j'en profite pour dire, on a la distribution en France. Alors, je le dis parce que je le dis de vive voix, il y avait un monsieur comme Michel-Édouard Leclerc qui est un peu le chevalier blanc de la défense du pouvoir d'achat. Nous, on dit qu'il y a une grande confusion des rôles, parce qu'au nom de ce rôle qu'il s'arroge, il y a ces négociations extrêmement difficiles de non-acceptation, de répercussion des hausses, etc. Et donc, nous, on dit il faut bien distinguer deux choses. Dans le contexte actuel, il faut que la vérité des hausses, je ne dis pas la vérité des prix, parce que nous, industriels, on ne fait pas les prix. Je referme une autre parenthèse qui est de dire qu'il faut, en ce moment, en France, il y a une bagarre féroce entre les distributeurs pour gagner quelques points de part de marché. Et la bagarre, c'est entre, grosso modo, Leclerc, Lidl, Aldi, des nouveaux entrants que sont Action, voire se défendre contre Amazon. Voilà. Donc, vous êtes responsable des prix. Nous, on a besoin que la vraie réalité des prix soit réalisée et convertie dans le rayon. Et si par ailleurs, ce qu'il ne faut pas nier d'ailleurs,
Si par ailleurs, un certain nombre de nos concitoyens ont de réelles difficultés à boucler les fins de mois, il semblerait qu'en France, ici métropolitaine, ça se chiffre par plusieurs millions, à ce moment-là, nous on dit, il ne faut pas polluer ce sujet-là dans les prix, dans les rayons. À ce moment-là, ça relève de la solidarité nationale. Et je pense que nous avons été entendus sur le sujet, on en parle depuis 6 mois. À ce moment-là, il faut donner à ces foyers français qui ont ces problèmes-là des chèques alimentaires. On dit bien des chèques alimentaires, c'est-à-dire vraiment fléchés sur de l'alimentaire, de manière à ce qu'on ne puisse pas acheter d'autres produits qui favoriseraient encore des importations d'autres pays. Non, fléchés alimentaires. Et à ce moment-là, on a bien les vrais prix que nous avons pu passer à ce moment-là dans notre négociation. On a des chèques alimentaires. Et le chèque alimentaire a aussi l'avantage, c'est qu'il permet de distinguer du débat que nous aurons dans nos entreprises sur les NAO. Mais les NAO, c'est quelque chose nous allons être confrontés, je dis nous allons être confrontés à cela sur la deuxième vague. Si l'inflation est comme c'est prévu, aux alentours de 7-8% à la fin de l'année, et que vous allez passer 2%, il faut quand même nous imaginer que dans les entreprises, on va avoir cette pression. Mais il faut tenir la pression si nous n'avons pas passé nous. Voilà. Merci Jean-Philippe de tes réponses. Merci de ton intervention. On va te libérer en te disant que tu es toujours le bienvenu ici, donc pas qu'en visio. Et on espère pouvoir t'accueillir prochainement. Je prends ma voiture et j'arrive. Ça marche. Un grand merci. Allez. Bonne journée à toi. À bientôt. Merci à vous et portez-vous bien et faites de belles affaires aussi. D'accord ? Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.